Les Burkinabés continuent la mobilisation pour soutenir l'effort de paix. Des structures associatives nationales et de la diaspora ont remis leur part contributive. C'est une somme de plus de 16 millions de francs CFA qui a été mobilisée. Chèques et quittances ont été remis au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Dans cette édition, vous suivrez également la réaction du CIFOEP sur le prélèvement de 1% sur le salaire brut des agents du public et du privé. Même si la mesure permettra de mobiliser des ressources, le chargé de programme de cette ONG pense que ce n'est pas la seule option possible pour le gouvernement. Il existe d'énormes niches de mobilisation de ressources. Et puis, on parlera CAN 2023 avec la présentation des équipes du groupe A basé à Abidjan. Ce groupe évoluera au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. On y retrouve deux anciens champions, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et le Nigeria. Bonsoir et bienvenue. Nous commençons par cet élan de solidarité des structures associatives nationales et de la diaspora pour un retour de la paix au Burkina. Ce sont deux associations de la Côte d'Ivoire et de l'Italie et deux autres nationales qui ont apporté leur part contributive de plus de 16 millions de francs CFA. Quittances et chèques ont été remis cet après-midi même au ministère de l'Économie et des Finances en présence de Fatima Tanikima. L'élan de solidarité pour soutenir l'effort de paix sur son cours au Burkina Faso. Ce 8 janvier, ce sont 4 structures associatives qui ont fait preuve de patriotisme en offrant plus de 16 millions de francs CFA pour alimenter le fonds de soutien patriotique. Parmi elles, l'association professionnelle des experts et conseils fiscaux. Elle a remis un chèque de 11 millions de francs CFA au secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Le pays ne peut pas être ébranlé à ce point et que nous restons un peu insensibles. C'est vrai que l'idéal aurait été que nous puissions rejoindre nos frères qui sont sur le terrain, prendre les armes pour repousser l'ennemi. Mais malheureusement, on n'est pas tous qualifiés pour cela. Donc de notre poste, de notre fonction, de nos activités quotidiennes, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. Donc c'est pour cela que nous avons, une fois de plus, réuni cette somme de 11 millions pour pouvoir soutenir l'action du gouvernement, l'action de l'État pour la reconquête intégrale de notre Burkina. L'association des ressortissants du Burkina Faso à Séguila en terre ivoirienne, elle, a contribué à hauteur de 3 300 000 francs CFA. Et pour la cause de notre chère patrie, nos anciens, nos chefs, nos guides religieux dans toute la région du Ourodougou nous ont délégués afin de venir répondre à l'appel de notre valeureux chef de la transition, j'ai nommé le président Ibrahim Traoré, pour répondre, que dirais-je, à l'appel, à ce sursaut national. Même si nous sommes loin, sachez que nous sommes avec vous. Selon Omar Kinda, ce geste n'est que le début. Son association prend l'engagement de récolter plus de fonds pour soutenir la mère patrie. Ce ne sont pas les seuls donateurs du jour. En plus d'elle, 2 autres associations ont fait parler leur cœur. Il s'agit de l'association des ressortissants de Garango à Naples en Italie et l'association Revo Pensons aux autres ARPA. Elles ont respectivement contribué à hauteur de 2 millions de francs CFA et 265 000 francs CFA. Le secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective qui a présidé cette cérémonie a rassuré les donateurs quant à la bonne gestion des ressources mobilisées. Au cours du premier conseil des ministres de l'année 2024, le gouvernement de la transition a pris de nombreuses résolutions allant dans le sens de la reconquête du territoire national, parmi lesquelles le prélèvement de 1% sur le salaire de base des travailleurs, aussi bien du public que du privé. Même si la mesure permettra de mobiliser des ressources dans l'immédiat, Drissa Ouattara, le chargé de programme du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, pense que le gouvernement aurait pu se tourner vers d'autres niches de mobilisation des ressources pour faire face aux défis de l'heure. C'est un reportage que nous propose Alexis Mounkouni Belnaba. Ce qui était dès les premiers instants des contributions volontaires afin de mieux lutter contre le terrorisme devient des prélèvements systématiques. Le prélèvement d'1% sur les salaires des agents publics et du privé pour alimenter le fonds de soutien patriotique. C'est l'avis du chargé de programme du CIFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Pour Drissa Ouattara, cette mesure permettra au gouvernement de disposer des ressources financières dans un bref délai, mais aussi
parer à d'autres éventualités. Le bilan annuel de la mise en œuvre ou du fonctionnement du Fonds de soutien patriotique a certainement guidé cette mesure, puisque cette mesure a l'avantage de permettre au gouvernement de disposer des ressources tout de suite et maintenant, et certainement qu'il peut éventuellement, disons, parer à des tensions de trésorerie qui pourraient être constatées ou qui ont été constatées dans l'an 1 du Fonds de soutien patriotique. Cette mesure permet de mobiliser des ressources à l'immédiat, certes, mais ce n'est pas seulement la seule option possible pour le gouvernement. Selon Idrissa Ouattara, il existe d'énormes niches de mobilisation des ressources pour faire face aux défis de l'heure. Les estimations tendent à dire que ces prélèvements vont apporter autour de 15 milliards de francs CFA par an. Et comme c'est fait pour un an, donc c'est 15 milliards autour qui sont visés. Ce n'est pas beaucoup à l'échelle d'un pays. Il y a d'autres questions économiques ou d'autres enjeux qui sont là, notamment le recouvrement des recettes dans les marchés. Il y a, si vous prenez le Burkina, les grands marchés du Burkina, notamment les 3 grands marchés du Burkina, il n'y a pas de recouvrement de recettes. Je crois que c'est des possibilités qui existent toujours. Et aussi les restes à recouvrer. La mise en œuvre de cette mesure permettra de rapporter 15 milliards de francs CFA par an à l'État selon Sifoweb. Il y a certainement un décret qui viendra donner toutes les précisions nécessaires sur la mise en œuvre pratique de la mesure. Mais le chargé de programme du Sifoweb s'interroge sur l'application de la mesure sur certains agents. Je crois aussi que le décret va permettre de préciser, enfin de dire de quel agent public s'agit-il, parce que quand on dit agent public, il y a le personnel militaire. Est-ce qu'ils seront concernés par ces prélèvements? Est-ce qu'ils ne seront pas, en tout cas ils seront exemptés? Tout ça, un décret va préciser et tout ça. Et donc le décret lorsque ce décret est pris, on aura toute la mécanique derrière qui va permettre justement de faire le prélèvement. Mais en tout état de cause, il y a déjà des moyens assez qui ont été déjà expérimentés. Vous vous rappelez de l'UTS, donc c'est des choses qui marchent déjà. L'État arrive à collecter. Le Burkina Faso a besoin de mobiliser des ressources pour faire face à la menace terroriste. Toutes les niches de ressources sont à explorer, certes, mais c'est le résultat qui conditionnera tout le reste et que ces mesures ne doivent pas s'étaler dans la durée, estime le chargé des programmes du Sifoweb. Au sein des travailleurs, cette décision ne fait pas que des heureux. Si certains applaudissent, d'autres estiment que c'est un sacrifice de trop et auraient préféré que cela se fasse sur la base du volontariat. Des agents du secteur public et du privé s'expriment dans ce reportage signé Bourema Amadou. Au Conseil des ministres du 5 janvier 2024, le gouvernement burkinabé a reconduit la retenue de 5% sur les salaires des ministres. Le Conseil des ministres a par la même occasion décidé du prélèvement obligatoire de 1% sur le salaire net de tous les travailleurs du public comme du privé. Selon l'exécutif, cette décision vise à contribuer au financement de la reconquête du territoire national. Au sein des travailleurs burkinabés, les avis sont partagés. Certains saluent cette initiative. Pour moi, il faut le dire clairement, c'est une décision salutaire. Salutaire dans la mesure où moi-même je n'ai pas attendu cette décision-là pour m'inscrire. C'est-à-dire que déjà, je m'étais déjà inscrit pour un prélèvement pour soutenir l'effort de paix. Alors, comme cette décision vient de tomber, moi je trouve qu'elle est salutaire parce qu'elle va permettre d'engager pas le maximum, mais assez de ressources financières pour pouvoir soutenir nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Si c'est pour la paix, on est d'accord. Et que ça soit utilisé en bon escient. Sinon, c'est parce qu'il y a la paix qu'il y a les salaires. Il y a des coins là où on ne peut pas vivre. Donc ces gens ne parlent pas des salaires. Mais si nous, on est ici et puis on peut contribuer, il faut qu'on oublie qu'il y a nos frères qui sont en brousse et qui luttent pour nous. Je pense que cette initiative est une bonne initiative dans la mesure où
Et comme vous l'avez bien signifié, il s'agit de participer à l'effort de paix au Burkina Faso. Nous le savons tous, sans la paix, je pense que nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations. S'il n'y a pas de paix dans un pays, je pense que nous-mêmes au service, nous n'y serons pas. D'autres travailleurs, par contre, pensent que la retenue sur salaire ne devrait pas être une obligation. Pour eux, plusieurs efforts sont déjà consentis pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'en 2023, ils avaient fait sortir une bourse volontaire. Les gens ont souscrit jusqu'à 5% de leur salaire. Maintenant, pourquoi obliger les travailleurs à contribuer? Voilà. Actuellement, on paye plus de 1%. Dans chaque chose, en payant essence, on paye. Dans l'alimentation, en circulation, on paye tout. Donc maintenant, ça devient trop. C'est trop, c'est pas bon. Le Burkinabé, c'est une personne qui est patient. Il est prêt à accepter tout. Quand ça devient exagérant, ça devient un problème. Selon le ministre en charge des Finances, Aboubakar Nakanabo, ces prélèvements visent à améliorer l'équipement des forces combattantes et la prime des volontaires pour la défense de la patrie qui passe de 60 000 à 80 000 francs CFA. Avec l'adoption de ce décret, les travailleurs qui contribuaient volontairement peuvent, s'ils le veulent, continuer ou mettre fin à leur contribution volontaire, a-t-il laissé entendre. Et dans cette même dynamique d'accélérer la lutte pour reconquérir l'intégralité du territoire national, le président de la transition a signé un décret portant création d'un centre national d'entraînement commando dans la garnison de Pau. L'on serait tenté de dire que le capitaine Traoré revisite les grands chantiers de ses prédécesseurs, notamment ceux de Sangoulé Lamizana et Thomas Sankara, d'autant plus que ce centre existait sous la Révolution et aurait été l'un des centres les plus performants en matière de formation en défense et en sécurité. Sous le régime Compaoré, il a connu des mutations. L'adjudant-chef-major à la retraite, Abdraman Zetienga, pur produit de ce centre, salue l'initiative des autorités actuelles. L'ancien pensionnaire du Centre national d'entraînement commando ressasse de bons souvenirs et revient sur les formations reçues à l'époque dans ce reportage que nous propose Mamidriana Kamabou. L'adjudant-chef-major Abdraman Ziteyenga est un ancien élément du Centre national d'entraînement commando de Pau. Il est issu de la deuxième promotion du centre, celle de 1975. La signature par le chef de l'État du décret portant création d'un centre national d'entraînement commando est une bonne décision selon l'ancien produit du SNEC. C'est une très bonne décision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré de recréer le Centre national d'entraînement commando de Pau parce que en tant qu'ancien élément, nous savons ce que vaut ce centre. Et le capitaine Thomas Sankara avait une vision pour ce centre et je pense aussi que le capitaine Ibrahim Traoré aussi en tout cas a eu cette vision qui est une très bonne chose et nous les anciens du Centre national d'entraînement commando de Pau, nous souscrivons vraiment entièrement à cette idée donc de recréer en tout cas ce centre. La création d'un centre national d'entraînement commando remonte à plusieurs décennies. Elle a été d'abord la volonté du commandement de l'époque sous le régime du général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Il visait à offrir une formation complète et intensive aux commandos couvrant un large éventail de compétences, soutient l'adjudant-chef-major à la retraite. De par sa formation, le commando se fait former sur le plan des explosifs et ça peut l'amener donc à mener un certain nombre, à remplir un certain nombre de missions qui lui seront confiées. Et à travers sa formation, le commando doit s'habituer à franchir aussi un certain nombre d'obstacles. Et tout ça, ça fait partie donc de sa formation. Parce que rien ne doit arrêter la progression d'un commando sur le terrain.
L'objectif visé par le président de la transition en créant ce centre est de former des commandos hautement qualifiés et spécialisés qui seront chargés de mener des opérations spéciales et d'intervention dans des situations d'urgence. Pour le former à l'ancien SNEC, c'est une vision très large pour reconquérir de façon efficace l'ensemble du territoire national. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré est un visionnaire. Actuellement, les unités sont en train de se former pour être déployées sur le terrain. Et il serait bon que ces unités puissent acquérir vraiment des formations assez poussées. Et c'est un genre centre comme le centre d'entraînement commando, centre national d'entraînement commando, en tout cas qui peut faire l'affaire. Former des hommes de qualité, des hommes capables vraiment de se battre n'importe quelle condition, de jour comme de nuit. Et je pense que c'est une très bonne chose que le capitaine Ibrahim Traoré vraiment a eu l'initiative en tout cas de recréer ce centre national d'entraînement commando. Adjudant chef-major Abdraman Zetiyenga fait partie des éléments de la deuxième promotion du centre sous la conduite du lieutenant Thomas Sankara en 1975. Quelques années après l'assassinat du président Thomas Sankara, le centre s'est refermé. En tant qu'ancien élément du centre national d'entraînement commando, connaissant ce que le centre est capable de faire comme formation au profit des forces armées nationales, et rendre vraiment opérationnel les forces armées nationales, qu'on en vienne à supprimer ça, c'est vraiment tuer l'armée. Et pour nous, vraiment, nous avons très mal vécu cela. Et heureusement qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons encore été ragaillardis parce qu'il a vu juste et il a recréé donc encore ce centre. Donc ça nous va droit beaucoup au cœur et nous lui tirons vraiment notre chapeau. En formant des commandos de haut niveau, le pays renforce sa capacité de création rapide et d'intervention efficace dans des situations critiques. Bien qu'à la retraite, l'ancien du SNEC souhaite apporter sa contribution dans la formation des commandos. Nous devons aussi jouer notre rôle, notre partition et apporter vraiment notre expertise à la jeunesse, aux jeunes, en les accompagnant, pourquoi pas sur le terrain, et à travers les connaissances que nous avons acquises. Et beaucoup d'entre nous sont engagés dans ce sens et nous pensons que le combat, en tout cas engagé, se passe très bien et nous mènera en tout cas à la victoire. Le Centre national d'entraînement commando SNEC est rattaché à l'état-major de l'armée de terre et à rang de région militaire. Le capitaine Bado Patrick Anissé en est le commandant selon un décret signé le 5 janvier par le président de la transition. Et toutes ces mesures prises par le gouvernement de la transition ont permis d'engranger des résultats satisfaisants. C'est du moins ce que pense Paul Sondo, le directeur du cabinet de conseil consultatif en gouvernance et en sécurité, par ailleurs ancien directeur général de la police nationale. Dans le prochain élément, il analyse l'évolution de la situation sécuritaire au Burkina. Il reste convaincu que le pays viendra à bout de cette menace terroriste, mais il faut accentuer la question du renseignement, surtout celle de la cartographie qui va permettre un bon maillage du territoire. C'est un reportage de Serge Kaboré et Sanata Siri. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté à l'hydre terroriste et ses conséquences. Avec l'avènement du MPSR, la situation a connu une avancée significative. Plusieurs mesures ont été entreprises par les autorités de la transition pour contrer le terrorisme au Burkina Faso. Pour le directeur exécutif du cabinet de conseil consultatif en gouvernance et en sécurité, Paul Sondo, si le pays en est à ce stade, c'est parce qu'il est resté pendant des années sur la défensive au lieu d'aller à l'offensive. Les résultats sont aujourd'hui satisfaisants selon Paul Sondo parce que le Burkina Faso a enfin quitté de la défensive à l'offensive. C'est depuis le MPCR 1, MPCR 2 qu'on a commencé, que les gens ont tenté d'aller un peu vers l'offensive. Je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait. Mais il y a souvent eu l'offensive par provocation. L'offensive par provocation. Lorsqu'on vous défend, vous repoussez, mais jusqu'à un certain niveau, vous revenez encore à votre position.
Et quand vous avez remarqué, on a barricadé un peu les camps, on a barricadé les trucs, et comment on appelle, on a barricadé les services partout, les ruelles et tout. Ça, c'est de la défensive. Ça, c'est de la défensive. Et l'offensive, il faut aller par des renseignements, identifier ce qu'il pourrait faire, évaluer les hypothèses probables, moins probables, très probables, et pouvoir aller. Je crois que aujourd'hui nous sommes à l'offensive. Et quand on déclenche l'offensive, ça c'est militaire. Mais l'offensive peut se définir également comme une planification. De 40% avant l'avènement des 2 coups d'État, ce sont près de 65,5% du territoire qui sont désormais sous contrôle. À en croire l'ancien directeur de la police nationale, il est important de travailler sur la cartographie. Pour lui, si le pays est mal déployé de façon cartographique, il serait difficile d'aller à bout du terrorisme. Admettons qu'il y ait même en 2 ans 5% d'avancée. Calculez en combien d'ans, si nous avançons comme ça, comment on peut le couvrir? On va le couvrir. Ça fait 8 ans qu'on a perdu presque 40, qu'on était à 40%. On n'existait plus. Et tout était dans l'ordre du possible. Le principe veut que de façon cartographique, nous puissions véritablement contrôler 100% du territoire à partir de la présence militaire et sécuritaire. Maintenant, il y a des mécanismes qui sont étudiés à l'intérieur. Mais déjà, lorsque la cartographie sera acceptable, selon qu'on le fait par commune, par province ou par zone stratégique, en ce moment, il faut y fourrer un peu de la technique et de la stratégie. Ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ainsi de suite. Je crois qu'avant de créer, tout cela doit avoir été fait. Dans la dynamique de la reconquête du territoire national, le président de la transition renonce à son salaire de chef de l'État et le prélèvement de 5% sur le salaire des membres du gouvernement a été renouvelé au profit du Fonds de soutien patriotique. Il est également prévu le prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs du public et du privé. Cette initiative a été saluée à sa juste valeur par Paul Sondo. Pour lui, à situation d'urgence, solution d'urgence. CAN 2023, allons à la présentation du groupe A, composé de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN. Le pays d'Oufoué-Boigny sera en compagnie du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Avec 2 CAN à son actif, la Côte d'Ivoire et l'autre gros calibre, le Nigeria, restent les favoris de ce groupe. Le match d'ouverture est prévu se jouer dans 5 jours au stade d'Ebimpe à la Sandraman Ouattara. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire affronte la Guinée équatoriale à Samitiem Touré. Le groupe A, composé du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, démarre les hostilités. C'est un groupe composé de 2 gros morceaux et de 2 équipes en quête d'expérience du haut niveau et de la CAN. La Côte d'Ivoire, 50e sur le plan mondial lors du dernier classement FIFA, a 25 participations. C'est l'équipe qui a plus de participations à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations dans ce groupe, devant le Nigeria qui en a 19. Les 2 formations sont les favoris du groupe puisqu'elles enregistrent plus d'expérience que les 2 autres. Vainqueurs à 2 reprises en 92 et en 2015, la Côte d'Ivoire a par contre moins de trophées que le Nigeria. En remportant en 1980, en 1994 et en 2013, les Sapeurs Eagles, malgré moins de participation que les éléphants, ont 3 trophées. Dirigés lors de la dernière participation au Cameroun par Patrice Baumel, les Ivoiriens ne vont pas loin. Ils sortent tôt dès les 8e de finale à l'issue des tirs au but contre l'Égypte de Mossala. Pour cette édition à domicile, l'équipe est dirigée par le Français Jean-Louis Gasset. Après avoir étrié la Sierra Leone en match amical à une semaine du match d'ouverture, 5-1, la Côte d'Ivoire se met déjà en confiance et compte faire mieux que les 8e de finale. Le Nigeria quitte également la compétition à l'édition précédente en 8e de finale, éliminé par la Tunisie 1-0. Les Nigérians, amenés par le ballon d'or africain Victor Osimhen, grand absent il y a 2 ans, n'attendent pas également faire de la figuration à cette édition. La Guinée équatoriale, où le Mzalang national est à 3 participations, a une phase finale. Elle termine à la 4e place en 2015. Lors de l'édition dernière, le Mzalang quitte la compétition en quart de finale, éliminé par le Sénégal par le score de 3-1. Dirigé par Juan Micha, le sélectionneur, la Guinée équatoriale apparaît comme un outsider dans ce groupe.
La Guinée-Bissau a également 3 participations. Elle apparaît comme le tocard du groupe puisqu'elle sort lors des 3 participations dès le premier tour. Elle sort au premier tour à la dernière participation après un match nul face au Soudan et 2 défaites contre l'Égypte 0-1 et le Nigeria 0-2. Dirigé toujours par Bassirou Kandé, les Djurtous doivent faire mieux à cette CAN en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.